pendant un repas d'exception, dans une atmosphère où la richesse se manifestait avec une arrogance tranquille, Chloé, la jeune fille du magnate, observa ce que les autres convives ignoraient délibérément, les bleus qui marquaient les avant-bras de la serveuse qui s'occupait de leur table. Une vision choquante, une dissonance cruelle dans l'harmonie parfaite de la soirée. Le restaurant Le Dôme d'Or, érigé au cœur d'un charmant village provençal, rayonnait cette nuit-là tel un joyau architectural contemporain. Des marbres précieux captaient les reflets des candélabres de cristal, tandis que les coupes s'entrechoquaient au son de conversations qui fleuraient bon les investissements et le pouvoir. C'était un havre pour les fortunes du monde, un lieu où les sourires de façade étaient aussi essentiels que les mets les plus raffinés. À la table principale, Stéphane Delavigne, un influent promoteur immobilier à l'allure aussi impeccable que ses calculs, partageait son repas avec sa fille de 10 ans, Chloé, et quelques associés. Unique enfant dans cette assemblée d'adultes en tenue de soirée, elle s'ennuyait ferme. Alors qu'ils évoquaient des bilans, des parcelles et des pourcentages, Chloé traçait des cercles invisibles avec sa cuillère, son regard d'enfant explorant l'agitation feutrée de la salle. C'est à cet instant qu'elle la remarqua. Une serveuse, la trentaine, cheveux bruns, le visage creusé par une fatigue visible, se déplaçait avec une grâce empreinte de nervosité, portant un plateau où dansaient des verres d'un grand cru. Elle gardait les yeux baissés, avançant à pas comptés, comme si la moindre erreur pouvait lui être fatale. Chloé porta son attention sur les bras nus de la femme, et sa respiration se suspendit. Une ecchymose violacée cerclait son poignet, une tache inesthétique qui semblait crier sa douleur. L'enfant cligna des paupières, se demandant si la lumière ne lui jouait pas un tour. Mais lorsque la serveuse repassa, elle distingua une autre marque, plus haut sur son bras, près du coude. C'étaient des bleus récents, manifestement pas le résultat d'une simple maladresse. « Papa » glissa-t-elle en tirant sur la veste de Stéphane. « La dame qui nous sert, je crois qu'elle s'est fait mal. »« Quelle dame » répliqua-t-il, son attention rivée sur son verre. « Celle avec le vin. » Son bras est tout bleu. Stéphane eut un sourire indulgent et distant. « Elle a dû se faire ça dans les cuisines. »« Ne t'en fais pas pour ça, ma puce. » Mais l'inquiétude de Chloé ne s'apaisa pas. Son instinct, pur et infaillible, était plus fort que les mots de son père. Tandis qu'il retournait à ses discussions d'affaires, elle continua son observation discrète. Le visage de la serveuse était blême, ses muscles tendus, et à chaque passage d'un homme en costume gris qui avait tout l'air d'être son chef, elle courbait l'échine, tentant de se faire oublier. Quelques instants plus tard, l'homme en question s'approcha du comptoir. De haute stature, le visage anguleux et le verbe autoritaire, il adressa quelques mots à voix basse à la serveuse avant de lui agripper le bras, juste sur les contusions. Elle réussit à peine à articuler « Je vous en prie, pas ici ». L'homme répondit par un sourire narquois et glacial. « Dans ce cas, fais ton travail comme il faut. » Chloé vit la jeune femme mordre sa lèvre pour retenir ses larmes. Son jeune esprit ignorait tout de la subordination, mais il reconnaissait l'injustice dans sa forme la plus pure. Les concepts de harcèlement ou d'abus de pouvoir lui étaient étrangers, mais elle identifia une émotion universelle et terrible, la peur. La soirée reprit son cours, imperturbable. Les verres trinquèrent, un quatuor à cordes égrenait ses notes, les rires se mêlaient au parfum des plats. Une seule invitée, la plus jeune, avait été témoin du drame silencieux. La serveuse revint vers leur table, une nouvelle bouteille à la main. Chloé la fixa intensément. La femme esquissa un sourire forcé, mais sa voix trembla en demandant « Monsieur désire-t-il encore du vin ?» Volontiers, lâcha Stéphane, absorbé par ses pensées, sans même la regarder. Une fois le service terminé, Chloé ne tint plus. « Ça vous fait mal, mademoiselle ?» La femme parut décontenancée. « Pardon, ma petite ?»« Sur votre bras. » La marque. La serveuse baissa les yeux, confuse. « Oh, ce n'est rien, mon cœur. Un petit accident. » Elle voulut s'esquiver, mais la voix de Chloé la cloua sur place. « Ma maman disait la même chose quand elle était malheureuse, » souffla-t-elle. Ce fut alors que la serveuse la regarda, vraiment. Un éclair de complicité, de sincérité brute, passa entre elles. Mais l'instant fut brisé par l'arrivée de l'homme au costume gris. « Un souci » lança-t-il d'un ton sec. La serveuse tressaillit. « Non, monsieur. Je ne faisais que servir. » Alors au travail, et plus vite que ça, aboya-t-il, la fusillant d'un regard qui fit frissonner Chloé. La femme s'exécuta, mais ses mains étaient prises de tremblement. Le verre qu'elle posa sur la nappe vacilla,
renversant quelques gouttes pourpres. Aussitôt, l'homme la saisit par le bras et l'emmena sans ménagement vers l'office. Chloé bondit de sa chaise. « Papa, il est en train de la blesser. » Stéphane se retourna, l'air excédé. « Chloé, assieds-toi. Cesse ce cinéma. » « Mais c'est vrai. Ça ne nous regarde pas. » L'autorité dans la voix de son père la réduisit au silence, mais son regard inquiet resta rivé sur la porte battante. Son cœur battait à tout rompre, assourdissant le reste de la soirée. Plus tard, profitant d'une discussion animée, Chloé s'éclipsa sous prétexte d'aller aux toilettes et se dirigea vers les cuisines. Là, dans un chaos de vapeur, de bruits métalliques et de jurons étouffés, elle la retrouva. La serveuse était adossée à un mur, appliquant un sac de glace sur son bras. Elle ne pleurait pas, mais son expression trahissait une profonde détresse. Chloé s'avança à pas de loup. « Pourquoi vous ne lui interdisez pas de vous faire ça ?» interrogea-t-elle avec une candeur désarmante. La femme soupira longuement. « Parce que parfois, ma petite, la vérité coûte bien plus cher que la douleur elle-même. » La fillette ne saisit pas toute la portée de ces mots, mais ils résonnèrent en elle. De retour à table, elle trouva son père, l'air impatient. « Où étais-tu passé ? » « Aux toilettes, » répondit-elle sans ciller. Il laissa échapper un soupir, régla la note et fit appeler sa voiture de luxe. En quittant les lieux, Chloé se retourna une dernière fois. La serveuse se tenait près d'une fenêtre, un plateau à la main. Leurs regards se croisèrent une ultime fois, et dans ce silence, un pacte tacite fut scellé. En s'installant dans la voiture, Chloé vit s'éloigner les lumières du restaurant. Leur éclat doré s'estompait dans la nuit, mais l'image des bleus sur la peau de la serveuse restait gravée en elle, nette et douloureuse. Elle l'ignorait encore, mais la vue de cette blessure sur une inconnue venait de bouleverser sa perception du monde et de sceller le destin de 3 personnes. L'aube se leva sur le village avec une clarté grise, comme si le ciel lui-même dissimulait des tourments. Dans la luxueuse maison de campagne des Delavigne, le petit déjeuner était un rituel immuable, jus d'agrumes fraîchement pressés, café de Colombie, tartines de confiture maison. Mais ce matin-là, Chloé ne mangea presque rien, le regard vide, perdu dans le blanc de son lait. Les images de la veille tournaient en boucle dans sa tête, la serveuse, son bras meurtri, son regard éteint, la poigne de son supérieur. Son sommeil avait été agité, peuplé de cauchemars où des vers se brisaient à l'infini. Son père, Stéphane, lisait la presse économique tout en passant des coups de fil impérieux. « Faites-le vérifier aujourd'hui. »« Non, pas d'excuses » lançait-il entre 2 gorgées de café. « Et je veux ce contrat signé d'ici vendredi. » Chloé le contemplait, partagée entre l'admiration et une amère déception. Cet homme, capable de déplacer des montagnes financières par téléphone, n'avait rien fait pour aider cette femme. Lorsqu'il raccrocha, le silence de Chloé l'interpella. « Un problème, Chloé ? Tu ne te sens pas bien ? Non. Alors finis ton bol. Tu vas être en retard. » Elle obtempéra sans conviction. Après une courte hésitation, elle se lança. « Papa, pourquoi tu n'as rien dit, hier ?» Stéphane releva les yeux. « Dis quoi ? » Pour la serveuse. On lui faisait du mal. Il soupira. « Chloé, je t'ai déjà expliqué. C'était probablement un malentendu. Cet homme est son chef, pas son bourreau. Elle souffrait, papa. Je l'ai bien vu. Ma puce, dans la restauration, la discipline est stricte. Ne t'immisce pas là-dedans. » Chloé serra les mâchoires. « Toi aussi, tu es un patron. Tu ferais ça, toi ? » La question le cloua sur place, son couvert en suspens. Un instant, il fut désarçonné. Sa fille avait touché un point sensible, une zone d'ombre en lui. Il tenta une pirouette. « Ne sois pas ridicule. Ça n'a aucun rapport avec moi. » Mais son rire sonna creux. Chloé le dévisagea avec un sérieux et une maturité qui le surprirent. « Ça a un rapport avec nous tous, papa. » La voiture du chauffeur la conduisit à l'école. À travers la vitre, Chloé observait le défilé des rues, ses vies anonymes et pressées. Elle pensait à la serveuse. Comment allait-elle ? Serait-elle au travail ce soir ? Subirait-elle une nouvelle humiliation ? Quand le véhicule s'immobilisa, elle sortit sans un mot. Le chauffeur, rompu au silence des puissants, se contenta d'un signe de tête. L'après-midi même, au bureau de Stéphane, le sujet revint sur le tapis. Au cours d'une réunion,
un de ses collaborateurs évoqua le Dôme d'Or. Il semblerait que le gérant, un certain Laurent Meunier, cherche à lever des fonds pour une deuxième enseigne, dit-il. Stéphane tressaillit. Meunier. Oui, je vois qui c'est. De réputation, ajouta-t-il, alors que l'image de l'homme au costume gris s'imposait à lui. Un court silence s'installa. Pour la première fois, Stéphane fut assailli par le doute. Quel genre d'homme dirigeait un établissement où les employés semblaient terrorisés? Il chassa cette pensée pour se replonger dans ses dossiers. Mais le soir, en triant son courrier, son regard tomba sur un objet laissé par sa fille sur son bureau. Sur une serviette en papier, elle avait dessiné une table, des verres, et, dans un coin, une silhouette de femme avec un bleu sur le bras. En dessous, une écriture d'enfant avait tracé « Il faut que quelqu'un l'aide ». Stéphane posa la serviette et resta figé un long moment. Les bruits assourdis du village montaient de la fenêtre ouverte. Il pouvait choisir d'ignorer cela, comme il ignorait tout ce qui contrariait ses plans. Mais cette simple phrase, griffonnée par sa fille, lui pesait davantage que le plus important des contrats. Le lendemain matin, il fit une réservation au Dôme d'Or. Il n'y retournait pas pour un déjeuner d'affaires, ni même pour la gastronomie. Il voulait juste voir si la femme était toujours là. Il ne s'en doutait pas encore, mais cette simple démarche était le premier pas sur un chemin qui allait remettre en question son pouvoir, sa fierté et toute sa vision de l'existence. Le Dôme d'Or présentait un tout autre visage en plein jour. Privés du jeu des lumières et du scintillement des cristaux, les miroirs semblaient moins complaisants. Les murs révélaient de fines lézardes. Les tables nues laissaient voir des imperfections que l'opulence nocturne masquait. Stéphane Delavigne pénétra seul dans l'établissement, costume parfait, mine impénétrable. Ce n'était plus l'homme d'affaires conquérant, mais un observateur en quête de quelque chose d'insaisissable. L'hôtesse le reconnut sur le champ. « Monsieur Delavigne, quel plaisir de vous revoir. Une table pour une personne? Oui, merci. Un simple café suffira. » Elle l'installa près d'une grande baille vitrée. De là, il avait une vue d'ensemble sur le bar, le passage vers les cuisiniers, au loin, la serveuse de la veille. C'était bien Léa. Elle se mouvait avec la même circonspection, mais son rythme était plus lent, son expression plus lasse. Stéphane la vit réajuster la manche de sa tenue à l'approche de quiconque. Et, derrière le comptoir, tel un prédateur, se tenait Laurent Meunier, le gérant, l'homme au costume gris. Il affichait un sourire professionnel, de ceux qui cachent mal une nature toxique. Léa passa près de sa table sans le voir. Elle était maquillée, mais ses traits étaient tirés, son poignet légèrement enflé. Stéphane l'interpella avec douceur. « Excusez-moi, vous travaillez ici depuis longtemps ?» Elle le dévisagea, perplexe, ne le reconnaissant pas tout de suite. « 3 ans, monsieur. Vous désirez autre chose? Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. » La question la prit au dépourvu. Son regard fit nerveusement le tour de la salle. « Je vais très bien, merci, » répondit-elle avec un sourire forcé, à voix basse. « Ne posez pas de questions qui pourraient m'attirer des ennuis. »« Des ennuis » répéta-t-il, feignant la surprise. Avant qu'elle ait pu en dire plus, Laurent Meunier se matérialisa à leur côté. « Tout se passe bien ici ?» demanda-t-il sur un ton faussement mielleux. « Tout à fait » rétorqua Léa en reculant d'un pas. Le gérant adressa un sourire à Stéphane. « Ravi de vous revoir parmi nous, monsieur Delavigne. Je ne savais pas que les grands patrons avaient le loisir de fréquenter 2 fois le même restaurant en si peu de temps. » Stéphane lui renvoya un sourire tout aussi glacial. « J'apprécie votre café. » Laurent s'inclina. « J'en suis flatté. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mon personnel est entièrement à votre service. » L'insistance sur les derniers mots était subtile, mais Stéphane l'aperçut. La façon dont il avait dévisagé Léa en prononçant cette phrase, avec une possessivité silencieuse, le mit profondément mal à l'aise. Une fois Laurent reparti, Léa laissa échapper un soupir. « Vous n'auriez pas dû, monsieur. Il voit tout. » Stéphane resta silencieux. « Et il n'y a personne pour vous aider? » « Aider » répéta-t-elle avec une ironie amère. « Ici, si vous parlez, vous êtes viré. Si vous vous taisez, au moins, vous gardez votre paix. » Sa voix n'exprimait aucun reproche, seulement une immense fatigue. Elle s'éloigna pour prendre une autre commande. Stéphane contempla sa tasse vide, envahi par un sentiment de honte. Pendant des années,
il avait été comme Laurent, plus élégant dans ses manières peut-être, mais tout aussi dédaigneux envers ceux qui le servaient. Face à cette femme, son propre reflet lui était devenu intolérable. Alors qu'il se levait pour partir, Laurent l'intercepta une nouvelle fois. « J'espère que votre visite vous a plu, dit-il, son sourire n'atteignant toujours pas ses yeux. « Oui, même si je trouve certains de vos employés bien tendus. »« Ah, vous savez ce que c'est, les petites gens, répliqua le gérant en riant. Ils se plaignent sans arrêt. Il faut savoir les mater, sinon c'est l'anarchie. Stéphane se força à sourire, mais une colère sourde montait en lui. Il paya et partit sans un mot. L'air extérieur lui sembla soudain plus lourd. Il ne pouvait chasser de son esprit cette expression, les mater. En montant dans sa voiture, il aperçut Léa à travers la vitre du restaurant. Elle servait une table, mais pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Un regard muet, empreint de résignation et d'un appel à l'aide. Ce soir-là, chez lui, Chloé entra dans son bureau, un dessin à la main. « Papa, j'en ai fait un autre. » Il le prit machinalement, mais en le regardant, il fut stupéfait. Le dessin représentait Léa, souriante, avec derrière elle une petite fille portant une robe sur laquelle était inscrit le mot « courageuse ». Stéphane eut du mal à déglutir. Pourquoi courageuse? Parce qu'elle sourit toujours, même quand elle souffre, expliqua Chloé avec une logique enfantine et implacable. L'homme ne dit rien, se contentant de la serrer dans ses bras, tandis qu'une idée folle et dangereuse prenait forme en lui. Si personne ne l'aide, alors ce sera moi. À la même heure, au restaurant, Laurent fermait la caisse tandis que Léa finissait de nettoyer. Profitant d'un moment où il se croyait inobservé, il s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule et murmura d'un ton sec, « N'oublie pas, Léa. Sans moi, tu n'es rien. » Elle ferma les yeux, et malgré sa résolution de ne rien laisser paraître, une larme roula sur le plateau qu'elle tenait. Dehors, depuis sa voiture garée de l'autre côté de la rue, Stéphane avait tout vu. Il ne savait pas encore exactement ce qui le poussait à agir, mais il sentait que cette nuit marquerait le début de sa rédemption, ou de sa plus grande lâcheté. Il était 18h lorsque la voiture de luxe de Stéphane Delavigne s'immobilisa une nouvelle fois devant le Dôme d'Or. C'était sa 3e visite en moins d'une semaine, et lui-même avait du mal à se l'expliquer. Il ne venait pas pour un repas ou une affaire. Il venait à cause de ce malaise persistant, de cette image d'une femme subissant en silence. Le ciel s'embrasait de teintes orangées lorsqu'il pénétra dans le restaurant. Il ne demanda pas de table cette fois, se dirigeant droit vers le bar. « Monsieur Meunier est disponible ?» Le barman le dévisagea, surpris. « Il est dans son bureau, mais très occupé. Souhaitez-vous lui laisser un mot ?»« Non, je préfère attendre. » Tout en patientant, il observa Léa. Elle se déplaçait avec plus de difficulté que les autres jours. Un petit pansement couvrait son poignet, et son visage portait les stigmates d'une fatigue écrasante. Lorsqu'elle le vit, elle sembla paniquer. Elle s'approcha, son plateau servant de bouclier. « Je vous en supplie, monsieur, partez. S'il s'aperçoit de quelque chose, ce sera terrible pour moi. » Stéphane baissa la voix. « Je ne veux pas vous créer d'ennui. Je suis juste venu lui parler. » C'est ce qu'ont dit les autres, chuchota TL, et on ne les a plus jamais revus. Avant qu'il ait pu répliquer, la porte du bureau s'ouvrit. Laurent Meunier apparut, tout sourire. Le genre de sourire réservé à ceux qui vous sont supérieurs en fortune ou en pouvoir. « Monsieur Delavigne, quelle bonne surprise. On dirait que vous êtes devenu accro à notre café, lança-t-il, son ton oscillant entre la politesse et la raillerie. « Je suis ici pour affaires, » répondit Stéphane avec calme. « Affaires ? En effet. On m'a rapporté que vous cherchiez à financer l'ouverture d'une seconde enseigne. » Laurent silla, piqué au vif. « Ah. Les nouvelles vont vite. » « Oui, j'étudie la question. » « Mais en quoi cela vous concerne-t-il » Stéphane s'avança, adoptant un ton badin. « Disons que j'aime investir dans des entreprises où le personnel est heureux et bien traité. » Le visage de Laurent se crispa imperceptiblement, avant de se recomposer. « Mais bien sûr. Ici, c'est une grande famille, pas vrai, Léa ?» dit-il en se tournant vers elle. La jeune femme sursauta. « Oui, monsieur. Une famille. » Elle le dit d'une voix si faible que c'en était poignant. Stéphane le perçut, mais n'en laissa rien paraître. « Parfait, conclut-il.
Je passerai à votre bureau demain pour qu'on parle chiffres. Avec le plus grand plaisir, répondit le gérant, retrouvant son assurance. Je vous préparerai un dossier complet. Ils échangèrent une poignée de main. Celle de Laurent était froide et moite, celle de Stéphane, ferme et maîtrisée. Tous deux savaient que l'enjeu de cette rencontre dépassait de loin le cadre des affaires. Lorsque Stéphane quitta l'établissement, la nuit était tombée. Les phares des voitures dessinaient des traînées lumineuses sur l'asphalte. À l'arrière, sa fille Chloé l'attendait, son cartable sur les genoux. « Tu es encore allé dans ce restaurant, papa ?» demanda-t-elle. Stéphane soupira. « Oui, ma chérie. » « Et la dame au bras blessé, elle va mieux ?» Il fut surpris. « Comment sais-tu que j'y suis allé pour elle ?»« Parce que quand on aide les gens, ça se lit dans le regard. » Cette remarque le laissa sans voix. Il se contenta de sourire en lui caressant les cheveux. « Tu es bien plus perspicace que tu ne le crois, Chloé. » Elle devint pensive. « Si cette dame travaille si dur, c'est qu'elle a quelqu'un qui l'attend à la maison, n'est-ce pas ?» Stéphane la regarda dans le rétroviseur. La question le tarauda le reste de la soirée. Des heures plus tard, Léa rentrait chez elle, dans son petit logement en périphérie. Elle tenait un sac de pain, son uniforme était fripé. Chaque pas lui coûtait. Au détour d'une ruelle, elle vit des enfants jouer. Parmi eux, une petite fille d'environ 6 ans se précipita vers elle en criant « Maman !» C'était Jade. Léa la prit dans ses bras, oubliant sa fatigue. « Bonsoir, mon trésor. Tu as été sage. » « Oui, Monique m'a gardé. » Léa adressa un sourire reconnaissant à une voisine sur le pas de sa porte. « Merci, Monique. »« C'est normal, ma petite. Mais tu devrais te ménager. Tu es bien pâle. » Léa entra dans son modeste logis. Un lit, un coin cuisine, et au mur, la photo d'un homme en casque de chantier. Son mari, mort 2 ans plus tôt sur un site de construction mal sécurisé, le genre de projet que le groupe Delavigne supervisait, ce qu'elle ignorait. Une fois sa fille endormie, Léa s'assit au bord du lit et massa son poignet bandé. Elle repensa à cet homme élégant, revenu 3 fois au restaurant. Ses motivations lui échappaient, mais pour la première fois depuis une éternité, elle sentit renaître en elle quelque chose qu'elle croyait éteint, une fragile lueur d'espoir. Le lendemain matin, le bureau de Stéphane reçut un appel. « Monsieur Delavigne » annonça son assistant. « Monsieur Meunier confirme votre rendez-vous de cet après-midi. » Stéphane eut un mince sourire. « Excellent. Je prépare le dossier d'investissement ? » Non. Préparez juste le café. Son assistant parut perplexe. « Pardon ? On va voir s'il sourit toujours autant quand on lui retire son jouet. » En raccrochant, un rayon de soleil illumina le dessin de sa fille, posé sur le bureau, avec sa simple injonction « Il faut que quelqu'un l'aide ». Cet après-midi-là, au restaurant, Léa vaquait à ses occupations, ignorant que sa vie allait basculer. Alors que sa journée touchait à sa fin, Laurent l'aborda avec un sourire carnassier. « Tu vas avoir une visite de Marc aujourd'hui » lui glissa-t-il à l'oreille. « Alors, tâche de ne pas me décevoir. » Un frisson la parcourut. « Qui est-ce » Il eut un sourire mauvais. « Ton nouveau propriétaire. » Léa ne comprit pas. Mais en voyant Stéphane Delavigne franchir la porte d'un pas assuré, elle sut que l'heure de la confrontation avait sonné. Il était 15 heures. Le restaurant était vide, les tables encore jonchées des vestiges du déjeuner. Seul le cliquetis de la vaisselle en cuisine troublait le silence. Léa finissait de nettoyer une table quand Laurent Meunier l'interpella avec son sourire de prédateur. « Léa, dit-il en ajustant son costume. Viens. Tu vas déjeuner en avance aujourd'hui. » Monsieur ? J'ai dit que tu allais déjeuner. Je veux que tu sois impeccable à 16 heures. Nous avons un rendez-vous capital. Elle hésita. Un rendez-vous ? Oui, répondit-il en se passant la main dans les cheveux. Avec quelqu'un qui pourrait bien changer le destin de ce restaurant. Et le tien, par la même occasion, si tu te tiens bien. Léa obtempéra, sachant que toute contestation serait vaine. En s'éloignant, elle l'entendit ricaner, et essaie de sourire, pour une fois. À 16 heures pile, Stéphane Delavigne arriva. Il portait un costume clair, sans cravate. Son allure n'était pas celle d'un homme d'affaires en négociation, mais d'un homme en mission. Son visage était grave, presque solennel. Il entra lentement,
scrutant chaque détail, les verres parfaitement alignés, les fleurs en plastique, le luxe ostentatoire. Laurent l'accueillit à l'entrée. Monsieur de Lavigne, quel honneur. Faites comme chez vous. C'est mon intention, répondit Stéphane. Ils s'installèrent à une table à l'écart. Léa servait de l'eau non loin, feignant de les ignorer, mais le ton enjôleur de Laurent la crispait. Comme je vous l'expliquais, commença le gérant, je souhaite développer ce concept. Un lieu de prestige, une atmosphère exclusive, un service irréprochable. C'est ce que les gens recherchent, se sentir important. Stéphane l'écoutait sans mot dire. Et votre personnel? Fait-il aussi partie du concept? Laurent sourit, un peu décontenancé. Le personnel est interchangeable, monsieur. C'est le secret de la réussite. Une pièce défaillante, et on la remplace. Stéphane croisa les doigts. Et si la pièce défaillante, c'était vous? Le silence tomba, lourd. Léa, qui faisait semblant de lustrer un verre, retint son souffle. Laurent éclata d'un rire forcé. Je ne pense pas, non. C'est moi qui fais tourner la boutique. À quel prix? Demanda Stéphane. Son ton n'était plus celui d'un investisseur, mais d'un procureur. Au prix de la discipline, rétorqua Laurent. Ces gens-là, il faut les tenir. Sinon, ils vous dévorent. Croyez-moi, monsieur de Lavigne, la plèbe cherche toujours à abuser de la générosité de son employeur. Stéphane inspira profondément pour contenir sa colère. Et qu'est-ce qui vous distingue d'eux, à votre avis? L'expérience, monsieur. L'éducation. La classe. Léa sentit son cœur se serrer. Ce mot, classe, elle l'avait entendu si souvent pour justifier les pires humiliations. Stéphane le fixa. Laissez-moi vous dire une chose, Meunier. J'ai appris que le talent n'a pas de classe sociale, et que celui qui méprise ses employés finit toujours par se retrouver seul. Le gérant eut un rire nerveux. Qu'en savez-vous? Vous n'avez jamais dû travailler de vos mains. Peut-être, concéda Stéphane. Mais j'ai appris à reconnaître ceux qui brisent les autres. Le visage de Laurent se figea. Il n'y avait plus de sourire. Il s'adossa à sa chaise, irrité. Pourquoi êtes-vous venu, au juste? Pour me faire la morale ou pour signer un chèque? Stéphane se pencha vers lui. Je suis venu comprendre pourquoi vos employés ont des bleus sur les bras. Léa lâcha son verre. Le tintement du cristal brisé fut le seul son dans la salle silencieuse. Laurent la fusilla du regard. Qu'est-ce que tu as dit? Siffla-t-il entre ses dents. Stéphane se leva. Ce n'est pas elle qui a parlé. C'est moi. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Rien. Simplement que les marques sur la peau sont plus éloquentes que les mots. Le silence était total. Léa, tremblante, se mordait les lèvres. Laurent se mit debout à son tour. Écoutez, de Lavigne, je n'ai pas à subir vos insinuations. Si vous n'êtes pas intéressé, la porte est grande ouverte. Je ne suis pas venu investir, dit Stéphane calmement. Je suis venu voir si j'avais encore envie de vous ressembler. Ces mots laissèrent Laurent sans voix. Il n'en saisit pas toute la subtilité, mais il en perçut la menace. Stéphane se tourna vers Léa. Si vous avez besoin d'aide un jour, contactez-moi. Il posa une carte de visite sur la table. Léa n'osa pas la toucher, sous le regard meurtrier de Laurent. Stéphane le remarqua et s'avança vers lui. Et si jamais vous levez la main sur une de vos employées, priez pour que je ne la prenne pas. Sur ce, il tourna le dos et quitta le restaurant. Le claquement de la porte fut comme une détonation. Laurent resta figé quelques secondes, puis il pivota lentement vers Léa. Tu lui as parlé? Demanda-t-il d'un ton faussement calme, plus terrifiant que des cris. Non, monsieur. Alors comment il sait? Pour ton bras? Elle ne répondit pas, réponds-moi. Léa serra les poings. Peut-être que les coups finissent par se voir, même quand on essaie de les cacher. Laurent s'approcha, menaçant. Fais attention, Léa. Les mots aussi peuvent blesser. Elle recula, mais ne baissa pas les yeux. J'ai déjà ma part de blessures, monsieur. Ils se jaugèrent du regard un instant qui sembla durer une éternité. Puis il eut un sourire venimeux. N'oublie jamais qui te paie. Et il regagna son bureau. Léa laissa échapper le souffle qu'elle retenait. Quand elle se rassit enfin, la carte était toujours là.
Stéphane Delavigne, groupe Delavigne, construction. Elle l'a saisi, les doigts tremblants. C'était un risque, mais c'était aussi sa seule chance. Dehors, dans sa voiture, Stéphane démarra le moteur mais ne partit pas tout de suite. Il se regarda dans le rétroviseur. Pour la première fois, il comprit que les mots de sa fille, « il faut que quelqu'un l'aide », n'étaient plus un simple dessein, mais une responsabilité qu'il ne pouvait plus fuir. La nuit était tombée sur le village, enveloppant les quartiers modestes d'un silence pesant. Dans le petit appartement de Léa, une bougie vacillait, projetant des ombres mouvantes sur les murs nus. Sa fille, Jade, dormait paisiblement, une poupée de chiffon dans les bras. Léa la contemplait, assise au bord du lit. Le sommeil la fuyait. La confrontation au restaurant, le regard de Stéphane, les menaces de son patron, le poids de cette carte de visite dans sa poche. Tout se bousculait dans sa tête. Elle la sortit et la déchiffra à la lueur de la flamme. Stéphane Delavigne, groupe Delavigne, construction. Un nom d'un autre monde, un monde où le respect n'était pas une faveur mais un dû. L'idée de l'appeler lui donnait des sueurs froides. Si Laurent l'apprenait, c'était la porte. Et sans ce travail, comment nourrirait-elle sa fille? Mais une autre force, plus puissante que la peur, la poussait à agir, la dignité. Un mot dont elle avait oublié le sens. Elle prit son téléphone, les mains moites, et composa le numéro. Elle ne s'attendait pas à une réponse, mais à la deuxième sonnerie, une voix grave et posée se fit entendre. « Allô ? Excusez-moi. C'est Léa, du Dôme d'Or. » Un court silence. « Je savais, » dit Stéphane doucement. « Je savais que vous appelleriez. » Léa serra l'appareil contre son oreille. « Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je ne veux pas d'ennui. Vous n'en aurez pas, assura-t-il. Je veux juste comprendre ce qu'il se passe là-bas. Pourquoi faire, monsieur, demanda-t-elle avec une pointe d'amertume. Les gens comme vous ne comprennent que lorsqu'il est trop tard. La remarque le toucha. Stéphane s'enfonça dans son fauteuil. La respiration de Léa, à l'autre bout du fil, était haletante, chargée d'incertitude. Vous avez raison, admit-il. Mais cette fois, je veux que ce soit différent. Léa soupira. Vous ne connaissez pas ce milieu. Si un patron découvre que j'ai parlé, c'est fini pour moi. Et si ce patron n'en était plus un? Elle fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Que la vérité a des moyens de se faire entendre. Léa resta silencieuse. Pour la première fois, elle perçut dans sa voix non pas de la pitié, mais une sorte de culpabilité. Sans savoir pourquoi, elle baissa sa garde. Pourquoi est-ce si important pour vous, monsieur Delavigne? Parce que j'ai une fille, répondit-il sans hésiter. Et je refuse qu'elle grandisse en pensant qu'il est normal de détourner le regard. Ces mots créèrent un pont entre leurs deux mondes. Léa ne dit plus rien, se contentant de murmurer un « merci de m'avoir écouté » avant de raccrocher. Cette nuit-là, Stéphane ne trouva pas le sommeil. Seul le ronronnement de l'ordinateur troublait le silence de son bureau. Le dessin de Chloé était toujours là. La femme blessée, la phrase au crayon de couleur. Il faut que quelqu'un l'aide. Il prit le dessin. Pour la première fois depuis des années, il eut l'impression que sa fille lui donnait une leçon de vie. Il composa un autre numéro. « Lucas, dit-il. »« Oui, patron. Je veux un audit complet du Dôme d'Or. Actionnaire, direction, licence, tout. Un problème juridique en vue ?» Stéphane marqua une pause. Pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Il raccrocha et contempla les lumières du village. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était risqué, mais il savait aussi que ne rien faire était une forme de complicité. Le lendemain matin, au restaurant, l'ambiance était électrique. Léa tentait de travailler, mais sursautait à chaque sonnerie de téléphone. Laurent semblait plus nerveux que jamais. Il donnait des ordres contradictoires, compulsait des documents, chuchotait avec le comptable. Chaque fois qu'il passait près d'elle, il la dévisageait avec un mélange de suspicion et de menace. « Quelque chose ne va pas, monsieur » risqua Léa. Il eut un sourire crispé. « Non, non. Juste quelques fouineurs qui se mêlent de ceux qui ne les regardent pas » Léa sentit son sang se glacer. Était-il au courant de son appel? Elle n'osa plus rien dire et se replongea dans son travail, espérant que la journée se termine au plus vite. Dans l'après-midi, Stéphane reçut le rapport.
Les documents étaient accablants. Le restaurant était la propriété d'une société écran, gérée en sous-main par Laurent Meunier qui détournait une partie substantielle des bénéfices via de fausses factures. De la haute voltige financière pour masquer une corruption ordinaire. Stéphane s'adossa à son fauteuil. Tout s'éclairait. Le pouvoir de Meunier ne venait pas de sa fonction, mais de ses secrets. Le soir, alors que Chloé lisait, il s'approcha et lui caressa les cheveux. « Papa, dit-elle sans lever les yeux, tu vas l'aider, hein ? Oui, ma chérie. Même si ça te cause des problèmes ? Si ça me cause des problèmes, c'est que j'aurais fait ce qu'il fallait. Chloé sourit, et un instant, Stéphane se sentit simplement père. Pas un magnate, pas un homme d'affaires, juste un homme qui essayait d'être à la hauteur du regard de sa fille. Quelques heures plus tard, le téléphone de Léa sonna de nouveau. Cette fois, elle décrocha sans hésitation. « C'est moi », dit la voix assurée de Stéphane. « Demain, venez au travail comme si de rien n'était. Mais quoi qu'il se passe, ne dites pas un mot. » Léa sentit sa gorge se nouer. Que va-t-il arriver, monsieur de Lavigne ? La vérité. Il y eut une pause. Et parfois, elle est plus effrayante que le mensonge. Il raccrocha. Léa resta interdite, le téléphone à la main, tandis que sa fille dormait. Elle ignorait ce qui se préparait, mais elle sentait qu'un équilibre était sur le point de se rompre, et que pour la première fois de sa vie, ce serait peut-être en sa faveur. Le soleil n'était pas encore levé quand Léa noua son tablier. L'air empestait le café de la veille et l'anxiété. Elle avait à peine dormi. La phrase de Stéphane résonnait en elle, « Quoi qu'il arrive, ne dites pas un mot ». Elle dressa les tables avec une application mécanique, malgré ses mains tremblantes. Elle s'efforçait de paraître normale, mais un pressentiment flottait dans l'air. Même ses collègues sentaient cette atmosphère lourde, comme si le restaurant avait pris un coup de vieux. « Tu sais ce qui se trame aujourd'hui » lui glissa une collègue. « Non » répondit Léa. « Mais je sens que la journée va être éprouvante. » À 11h, Laurent Meunier fit son entrée. Costume neuf, sourire de façade. Une odeur de parfum cher et d'arrogance l'accompagnait. « Bonjour à tous. Nous recevons de la visite aujourd'hui, alors je veux une prestation impeccable, lança-t-il. « De qui s'agit-il, monsieur » demanda un serveur. « De gens qui ont de l'argent. Contentez-vous de travailler. » Léa l'observa. Une colère sourde, mêlée de peur et d'un fol espoir, grondait en elle. Un cocktail dangereux, mais vital. Après-midi, une voiture de service s'arrêta devant le Dôme d'Or. Deux hommes en costume en sortirent, dossier sous le bras. Derrière eux, Stéphane de Lavigne. Il entra sans s'annoncer, avec un calme qui en imposait plus que n'importe quel esclandre. Les conversations cessèrent. « Monsieur Meunier », dit l'un des hommes en présentant sa carte. « Inspection du travail. Nous avons un mandat pour un contrôle de votre établissement. » Laurent blêmit. « Un contrôle ? Mais pourquoi ? » « Dénonciation anonyme », répondit l'inspecteur. Les employés échangèrent des regards inquiets. Léa sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Elle devait se taire, juste observer. Laurent tenta de reprendre contenance. « Mais bien sûr. Faites votre travail. Nous n'avons rien à cacher. »« Nous verrons bien », rétorqua l'inspecteur. Stéphane se tenait en retrait, simple spectateur. Il ne voulait pas intervenir, juste laisser les institutions faire leur œuvre, tout en sachant que les hommes comme Meunier étaient passés maîtres dans l'art de la dissimulation. L'inspection commença. Les employés furent interrogés un par un dans un petit bureau. Léa était la dernière. En attendant, elle voyait Laurent arpenter la salle, tentant de masquer sa nervosité. « Ne vous inquiétez pas », leur lança-t-il. « C'est une simple formalité. » Mais sa voix le trahissait. Quand son tour vint, Léa entra, le souffle court. L'inspecteur leva les yeux. « Votre nom ? » Léa Dubois. « Depuis quand travaillez-vous ici ? » 2 ans. « Avez-vous un contrat de travail ? » Léa marqua une pause. « Non, monsieur. Je suis payé en liquide chaque semaine. » L'homme nota. « Avez-vous une couverture sociale, des congés payés, une mutuelle ? » Non, monsieur. Le stylo s'immobilisa. L'inspecteur la fixa. « Avez-vous été victime de mauvais traitements ou d'agressions de la part de votre hiérarchie ? » Léa déglutit.
La recommandation de Stéphane lui revint en mémoire. Elle revit sa fille endormie, sentit la douleur de ses bleus, se rappela ses nuits d'angoisse. « Non, monsieur, dit-elle finalement. L'inspecteur la dévisagea un instant, mais n'insista pas. Il griffonna une dernière note et la congédia. Léa sortit, le cœur lourd. Elle n'avait pas dit toute la vérité, mais elle n'avait pas menti non plus. Parfois, le silence est une arme. Les heures s'écoulèrent. L'inspection prit fin à la nuit tombée. Les inspecteurs s'entretenaient à voix basse avec Laurent avant de lui remettre un document. « Nous avons relevé plusieurs infractions graves, monsieur Meunier. Vous serez convoqué. » « Des infractions ? C'est ridicule. » « Les registres parlent d'eux-mêmes, » conclut l'homme avant de partir. Une fois la porte refermée, Laurent resta figé. Stéphane l'observait depuis le bar. Leurs regards se croisèrent. « C'est vous » siffla Laurent. « C'est votre coup. » Stéphane se leva. « Vous vous trompez. Je ne faisais que déjeuner. » Laurent s'approcha, le visage tordu par la haine. « Vous croyez pouvoir me détruire pour une simple serveuse ? Pour une moins que rien. » Stéphane soutint son regard. « Non, Meunier. Vous vous êtes détruit tout seul le jour où vous avez décidé que la dignité d'un être humain valait moins que son salaire. » Le silence fut total. Léa, qui observait la scène, vit pour la première fois son patron flancher, non par peur, mais par pure humiliation. Cette nuit-là, après le départ de tous, Léa se retrouva seule dans la salle déserte. Sur une table, une enveloppe à son nom. À l'intérieur, un simple mot, « Vous avez été parfaite. » Le silence est parfois le plus courageux des commencements. SD, Léa esquissa un sourire. Elle ignorait de quoi demain serait fait, mais pour la première fois depuis une éternité, elle ne le craignait pas. Pendant ce temps, dans un bureau obscur, Laurent Meunier ne dormait pas. Un verre de whisky à la main, il ruminait sa vengeance. Il serra les poings. Personne ne m'humilie impunément, jura-t-il. Et tandis que le village s'endormait, la tempête se préparait. Le prochain coup ne serait pas administratif, il serait personnel. Les jours suivant le contrôle furent d'un calme suspect, presque inquiétant. Léa le percevait dans l'atmosphère, dans la manière qu'avaient ses collègues d'éviter le sujet. Dans les regards en coin qu'ils s'échangeaient dès que Laurent Meunier apparaissait. En surface, tout semblait normal, mais c'était le calme plat qui annonce l'ouragan. Le gérant se montrait étonnamment aimable, presque prévenant. Il saluait, prenait des nouvelles, offrait le café. Cette courtoisie soudaine mettait tout le monde sur les nerfs, et particulièrement Léa. Elle savait que ce sourire dissimulait un danger imminent. Le danger d'un homme qui a été humilié. Un après-midi, alors qu'elle rangeait les verres au bar, sa voix résonna derrière elle. « Léa » dit-il sur un ton mielleux. Elle se retourna. « Oui, monsieur. Je tenais à m'excuser. » Léa le dévisagea, méfiante. « Vous excusez ? » ?»« Oui, j'ai été un peu dur ces derniers temps. Le stress, vous savez. Mais je veux que vous sachiez que je n'ai rien contre vous. » Les mots étaient corrects, mais le sourire était glacial. Léa baissa les yeux. « Merci, monsieur. Au fait, ajouta-t-il, si on vous interroge sur l'inspection, dites simplement que c'était une erreur administrative. » Oui. Un frisson la parcourut. Entendu, mentit-elle. Il se pencha vers elle, son haleine chargée d'alcool. Parfait. Parce qu'il serait vraiment dommage que les gens vous prennent pour une rapporteuse. Léa serra les dents. La peur revenait, insidieuse. Ce soir-là, en rentrant, elle étreignit sa fille plus fort que d'habitude. « Maman, qu'est-ce qui t'arrive » demanda la petite. « Rien, mon trésor, juste un coup de fatigue. » Mais l'enfant sentit la tension dans ses muscles, le léger tremblement de ses mains. Une fois sa fille couchée, Léa s'assit près de la fenêtre. La rue était déserte. Elle avait peur, c'est vrai, mais quelque chose avait changé. Elle savait qu'elle n'était plus seule. L'ombre de Stéphane et Chloé planait, la soutenant à distance. Au même moment, à l'autre bout du village, Laurent Meunier rencontrait un individu louche dans un café sordide. C'était Pascal, un ancien plongeur du restaurant, renvoyé pour vol. « J'ai un travail pour toi », dit Laurent en faisant glisser une enveloppe sur la table. « Ça dépend du tarif », grogna Pascal. « Ne t'inquiète pas pour ça.
Je veux que tu me ramènes tout ce que tu peux trouver sur une de mes employées. Léa Dubois. Pascal eut un sourire carnassier. Considérez que c'est fait. Et fait ça proprement. Les yeux de Laurent brillaient d'une lueur mauvaise. Cette femme va regretter d'avoir défié son patron. Le lendemain, Léa arriva au travail la boule au ventre. Laurent l'accueillit avec une amabilité forcée. Léa, il faut que je vous parle. En privé. Elle le suivit jusqu'à son bureau, le souffle court. L'air y était vicié. Sur le bureau, une enveloppe. Il lui fit signe de s'asseoir. J'ai regardé votre dossier de plus près, commença-t-il d'un ton théâtral, et j'y ai trouvé quelques anomalies. Léa fronça les sourcils. Des anomalies? Oui. Il manque un certificat médical, par exemple. On ne me l'a jamais demandé. Un oubli, sans doute. Il ouvrit l'enveloppe et en sortit des photos. Mais ce qui me préoccupe vraiment, c'est ça. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'étaient des clichés de sa maison, de sa fille allant à l'école, d'elle-même à la boulangerie. Qu'est-ce que c'est que ça, balbutia-t-elle. Laurent joignit ses mains sur le bureau. La preuve que j'ai besoin d'être certain de la loyauté de mes employés. Léa se leva d'un bond. C'est de l'intimidation. Non, Léa, rétorqua-t-il avec un sourire glacé. C'est de la prévention. Le silence était écrasant. Elle recula. Si vous approchez encore ma fille, je vais à la police. Et qui vous croira? Siffla-t-il. Vous n'êtes qu'une serveuse. J'ai des avocats, des relations. Vous n'avez que votre peur. Léa le regarda, la rage au cœur, mais elle ne pleura pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pleura pas. Elle le fixa avec un calme qui n'a pas besoin de mots pour s'imposer. Vous faites erreur, monsieur Meunier. Je n'ai plus peur. Elle quitta le bureau sans lui laisser le temps de répliquer. Le soir même, elle appela Stéphane. Il faut que je vous voie. Qu'y a-t-il? Mon patron me fait suivre. Il a des photos de ma fille. Un long silence. Écoutez-moi attentivement, dit-il enfin. Ne retournez pas au restaurant demain. Mais. N'y retournez pas. Je m'en occupe. Léa serra le téléphone. Une larme coula sur sa joue, une larme de soulagement. Quelqu'un la protégeait, enfin. Pendant ce temps, dans sa maison, Chloé voyait son père raccroché, l'air grave. C'est encore la serveuse, demanda-t-elle. Stéphane acquiesça. Oui. Elle est menacée. Et tu vas l'aider? Évidemment. Pourquoi, insista l'enfant, avec cette simplicité désarmante de ceux qui ne savent pas encore mentir. Parce que parfois, répondit-il, la vraie justice commence quand on cesse d'être égoïste. Quelques heures plus tard, Laurent Meunier fut arrêté à la porte de son bureau par le vigile. Monsieur, on vient de déposer ça pour vous. C'était une enveloppe frappée du logo du groupe de la Vigne. À l'intérieur, un unique document. Une notification d'acquisition. Le restaurant Le Dôme d'Or a été racheté par le groupe de la Vigne. À compter de demain, vous êtes démis de vos fonctions. Laurent devint livide. Sa voix n'était plus qu'un grognement. Impossible. Il frappa le bureau du poing. Pour la première fois de sa vie, il sentit le pouvoir lui échapper. Et à cet instant, les yeux injectés de sang, il se jura que s'il devait tomber, il entraînerait tout le monde dans sa chute. L'aube se leva sur un silence nouveau. Non pas un silence de peur, mais un silence d'expectative. Au Dôme d'Or, les employés arrivèrent, leurs gestes dictés par l'habitude, ignorant que leur monde allait changer. Léa n'était pas là. Suivant les conseils de Stéphane, elle était restée chez elle. Elle passa la matinée à sa fenêtre, observant la vie de la rue avec un sentiment mêlé de soulagement et d'anxiété. Sa fille, jouant avec une poupée, lui demanda « Tu ne travailles plus, maman ?» Léa prit une profonde inspiration. « Pas aujourd'hui, mon cœur. Parfois, il faut savoir s'arrêter pour que les choses puissent enfin avancer. » À la même heure, une voiture de luxe se gara devant le restaurant. Stéphane Delavigne en descendit, costume sombre, visage fermé. Il était suivi par deux hommes et une femme, dossier à la main. Le logo du groupe Delavigne était visible sur leur badge. Les employés échangèrent des regards perplexes. « Qu'est-ce qui se passe » chuchota l'un.
La nouvelle direction, je crois, répondit l'autre. La porte du bureau s'ouvrit violemment. Laurent Meunier en sortit, le visage défait, les traits tirés. Qu'est-ce que ça veut dire, lança-t-il à Stéphane. Vous n'avez pas le droit. Stéphane le regarda avec le calme de celui qui a déjà gagné la partie. Si, j'ai ce droit, Meunier. L'acte de vente a été signé hier. Le Dôme d'Or m'appartient. Le silence fut total. Les employés, suspendus à leurs lèvres, n'osaient plus respirer. Laurent serra les poings. Une vente? Vous plaisantez. Tout est parfaitement légal, rétorqua Stéphane en lui tendant les documents notariés. Vous toucherez vos indemnités. Mes indemnités? Répéta Laurent avec un rire jaune. Vous me mettez à la porte? Non, corrigea Stéphane d'une voix glaciale. Vous me rendez un service. Laurent s'avança. Et tout ça, pourquoi? Pour une serveuse? Stéphane le fixa droit dans les yeux. Par dignité. Un concept qui vous est probablement étranger. La tension était à son comble. L'air, autrefois saturé de murmures, était devenu irrespirable. Laurent chercha un soutien du regard autour de lui. En vain. Même ceux qui le craignaient le plus baissaient les yeux. Il avait perdu bien plus que son poste. Il avait perdu son pouvoir de nuisance, sa seule véritable force. Quelques minutes plus tard, Laurent quitta le restaurant. Le soleil l'aveugla, et pour la première fois, il sentit sa chaleur comme une agression. Il alluma une cigarette d'une main tremblante. Ce n'est pas fini, grogna-t-il avant de disparaître dans la foule. Stéphane resta dans la salle, contemplant les lieux. Rien n'avait changé, et pourtant, tout était différent. Ce n'était plus un temple de l'arrogance, mais un lieu de possible. Dressez-moi la liste de tout le personnel, ordonna-t-il à son assistante. Personne ne sera licencié. Et contactez Léa Dubois. La serveuse? Oui. Dites-lui de venir demain. Je dois lui parler. Son ton était professionnel, mais son regard avait changé. C'était le regard d'un homme qui, comme sa fille Chloé l'avait pressenti, commençait enfin à voir les autres. Ce soir-là, Léa reçut l'appel. Monsieur de Lavigne. Oui. Pouvez-vous venir demain au restaurant? Est-ce que tout va bien? Ça ne dépend que de vous, répondit-il avec un soupçon de sourire dans la voix. De moi. Disons que je suis à la recherche d'une nouvelle gérante. Léa resta sans voix. Je n'ai pas la formation pour ça, monsieur. Il ne s'agit pas de formation, dit-il. Il s'agit de confiance. Et je crois que vous êtes la bonne personne. Le silence se prolongea. Puis, d'une voix à peine audible, Léa accepta. D'accord. Je serai là demain. Lorsqu'elle raccrocha, sa fille la regarda, les yeux brillants. C'était le monsieur de la grande voiture? Léa sourit. Oui, mon amour. Et il voulait quoi? Léa la prit dans ses bras. Me donner ma chance. Et cette fois, je crois que je ne vais pas la laisser passer. Le lendemain, le Dôme d'Or s'éveilla transformé. Les employés le sentirent aussitôt. Des fleurs fraîches ornaient l'entrée, l'éclairage était plus doux, et sur le tableau du personnel, une nouvelle devise, la dignité au travail n'est pas une option. Léa arriva tôt, simplement vêtue, les cheveux relevés. En entrant, tous les regards se tournèrent vers elle, mêlés de respect et de curiosité. Stéphane l'attendait à la table du fond, en compagnie de Chloé. Bonjour, dit-il en se levant. Léa sourit, malgré sa nervosité. Bonjour, monsieur. Stéphane la reprit gentiment. Si nous travaillons ensemble, je préfère que vous m'appeliez par mon prénom. Léa acquiesça. Et que dois-je faire, exactement? Il posa les mains sur la table. Je veux que le Dôme d'Or ait une âme. Et vous savez mieux que personne ce que cela implique. Léa le regarda, émue. Pour la première fois, dans son regard, il n'y avait plus de hiérarchie, seulement de la reconnaissance. Mais pendant qu'elle savourait ce nouveau départ, loin de là, dans un bar miteux, Laurent Meunier écrasait sa cigarette avec rage. À sa table, un homme lui tendait une enveloppe. Voilà ce que vous m'avez demandé, dit-il. Parfait, répondit Laurent en examinant les photos. L'une montrait Léa entrant chez Stéphane avec sa fille. Une autre, la petite Jade jouant avec Chloé dans le jardin.
Laurent eut un sourire mauvais. On va voir combien de temps il joue les héros quand tout le monde le croira en couple avec sa petite protégée. Il alluma une autre cigarette. Cette fois, murmura-t-il, je vais les anéantir tous les deux. Et tandis que le village s'endormait, le nouveau propriétaire et la serveuse ignoraient encore que le pire était à venir. Le matin était radieux, mais une ombre invisible planait sur le dôme d'or. Les employés sentaient une tension nouvelle, une rumeur insidieuse qui se propageait non pas dans les cuisines, mais dans les chuchotements, sur les téléphones, sur les réseaux sociaux. Ça a commencé par une phrase, un sous-entendu. Il paraît que Delavigne a une liaison avec la nouvelle gérante. Léa? Impossible. Alors pourquoi cette promotion fulgurante? La rumeur enfla, se propagea comme un poison. Nul ne savait d'où elle venait, mais chacun y ajoutait sa propre interprétation. On parlait de rendez-vous secret, de faveur, de manipulation. En milieu de journée, une photo anonyme commença à circuler sur les messageries des employés. On y voyait Léa et Stéphane discutant devant le restaurant, leurs deux filles jouant ensemble. Un cadrage tendancieux, une légende mensongère, et un ennemi dans l'ombre qui se frottait les mains. Léa la prit en milieu d'après-midi. Une cuisinière, l'air affolé, entra dans son bureau. Léa, regarde ça. Elle lui tendit son téléphone. La photo était accompagnée d'un commentaire, la nouvelle méthode de promotion au Dôme d'Or. Léa sentit ses jambes flageoler. Qui a envoyé ça? Demanda-t-elle d'une voix blanche. Personne ne sait. Ça tourne partout. La femme la regarda avec compassion. Vous devriez en parler à monsieur Delavigne. Léa resta figée, les yeux rivés sur la photo. Elle savait qu'elle n'avait rien à se reprocher, mais le mal était fait. Dans ce monde, une calomnie bien orchestrée pèse plus lourd que toutes les vérités. Stéphane arriva une heure plus tard avec sa fille. Il sentit immédiatement l'atmosphère électrique, les regards fuyants, les messes basses. Léa l'attendait dans son bureau, la photo imprimée posée sur la table. « Vous avez vu » demanda-t-elle sans préambule. Stéphane examina la photo, le front plissé. « D'où vient cette horreur ?»« Je l'ignore, mais c'est partout. » Il soupira. « Ne vous en faites pas, je vais m'en occuper. »« Comment, Stéphane » demanda-t-elle avec tristesse. « Quand un homme comme vous et une femme comme moi sont vus ensemble, personne ne pense à l'amitié. On ne voit que le scandale. » Stéphane la regarda avec une profonde empathie. « Laissez-moi essayer. » Il quitta le bureau, mais la rumeur l'avait précédé. Un journaliste l'attendait à l'entrée. « Monsieur Delavigne, est-il vrai que vous entretenez une relation sentimentale avec votre nouvelle gérante ?» Stéphane l'ignora, mais les flashs crépitèrent jusqu'à sa voiture. En quelques heures, les titres des journaux en ligne s'enflammèrent. Scandale au groupe Delavigne. Le magnate et la serveuse. La promotion canapé au Dôme d'Or. Léa découvrit les articles ce soir-là, sur la télévision de son salon. Sa fille dormait, innocente. Elle, se sentait salie, jugée par des millions d'inconnus. Dans sa maison de campagne, Stéphane regardait le même journal, silencieux. Chloé l'observait. « Papa, pourquoi il raconte des mensonges sur toi et Madame Léa ?» Stéphane éteignit l'écran. Parce que certaines personnes ne supportent pas de voir les autres faire le bien. La fillette parut triste. « Et tu vas les laisser faire ?» Il resta silencieux un instant. Puis il répondit avec une froide détermination, « Non, Chloé. Pas cette fois. » Le lendemain, la frénésie médiatique était à son comble. Des reporters campaient devant le restaurant. Léa ne put même pas s'approcher. Dès sa descente du bus, elle fut assaillie. « Est-il vrai que monsieur Delavigne vous loge? Confirmez-vous votre relation? Que répondez-vous aux accusations ?» Léa ne répondit pas, se frayant un chemin en courant, les larmes aux yeux. Ce soir-là, elle n'osa pas rentrer chez elle. Elle erra dans les rues, perdue. Pendant ce temps, dans un bureau anonyme, Laurent Meunier savourait sa victoire. La nouvelle faisait la une de tous les médias. Il but une gorgée de whisky. « C'est la leçon qu'on donne aux sauveurs autoproclamés », murmura-t-il. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ? Laurent Meunier ? Je suis du groupe Belmonté. Votre histoire nous passionne. Accepteriez-vous une interview exclusive ? » Il sourit. « Avec grand plaisir. J'ai tant de choses à dire. »
Le lendemain, son visage s'affichait sur tous les écrans. Il parlait d'un ton posé, celui d'un menteur professionnel. « Je veux simplement que la vérité éclate », disait-il. Monsieur Delavigne a licencié des employés pour protéger cette femme. On peut se demander quel est son pouvoir sur lui. Son jeu était parfait. Léa le regardait depuis un petit café. Chaque mot était une torture. Menteur, chuchota TL. Son téléphone vibra. C'était Stéphane. Léa, où êtes-vous? Peu importe, répondit-elle, la voix étranglée par les sanglots. Tout le monde pense que je suis une profiteuse. Je sais que c'est faux. Mais le monde, lui, ne le sait pas, Stéphane. Et quand le monde vous juge, le silence est une torture. Un long silence. Puis la voix de Stéphane se fit dure. Léa, écoutez-moi. Demain, cette histoire sera terminée. Je vous le jure. Il raccrocha. Cette nuit-là, le vent hurlait. Chloé ne parvenait pas à dormir. Papa, dit-elle. Tu vas tout arranger? Stéphane la prit dans ses bras. Mieux que ça. Je vais dire la vérité, même si je dois tout perdre. La fillette le regarda tendrement. Alors, maman serait fière de toi. Il eut un faible sourire. Oui, je le crois. Le lendemain matin, une invitation fut envoyée à toutes les rédactions. Conférence de presse du groupe Delavigne. Objet, déclaration officielle sur l'affaire du Dôme d'Or. Les journalistes se préparèrent. Laurent, en l'apprenant, éclata de rire. Il veut sauver les meubles. Parfait. Qu'il s'enfonce tout seul. Mais Laurent ignorait que Stéphane n'avait pas l'intention de se défendre. Il avait l'intention d'attaquer. Chez elle, Léa lut l'invitation sur son téléphone, hésitante. Sa fille la serra dans ses bras. Vas-y, maman. Si tu ne parles pas, les menteurs parleront pour toi. Léa la regarda et sut qu'elle avait raison. Elle prit son manteau et sortit. À quelques rues de là, la meute de journalistes attendait devant la tour Delavigne. Les flashs étaient prêts, les mensonges aussi. Mais cette fois, la vérité allait avoir son mot à dire. Le village s'éveilla sous un ciel de plomb, comme si la nature elle-même pressentait le drame à venir. Devant la tour Delavigne, une cohue de journalistes, de caméras et de badauds s'était formée. Les micros se tendaient vers l'entrée, avides. C'est le grand jour, commentait un reporter. Après des jours de silence, Stéphane Delavigne s'exprime sur le scandale du Dôme d'Or. Non loin de là, Léa Dubois observait la scène depuis un taxi. L'envie de fuir la tenaillait, mais les mots de sa fille résonnaient en elle, « Si tu ne parles pas, maman, les autres mentiront pour toi. » Elle paya sa course, prit une grande inspiration et plongea dans la foule. Son arrivée provoqua un remous. Des doigts se tendirent, des téléphones se levèrent. Le chauffeur de taxi lui adressa un regard de respect. « Courage, madame », lui lança-t-il. Elle lui offrit un sourire reconnaissant avant d'être happée par la marée humaine. Dans l'auditorium, l'ambiance était glaciale, les flashs aveuglants. Sur la scène, un pupitre arborant le logo du groupe Delavigne. En coulisses, Stéphane attendait, les mains moites. À ses côtés, sa fille Chloé lui serrait la main. « Tu as peur, papa ?» Il la regarda et eut un faible sourire. « Oui. Mais il y a des leçons que seule la peur peut nous enseigner. » Lesquelles? Savoir quand il est temps de dire la vérité, peu importe le prix. L'enfant hocha la tête et le serra contre elle. Alors, vas-y et dis-la. À 11 heures précises, Stéphane monta sur scène. Les flashs crépitèrent, mais il ne scia pas. Sa voix, posée mais ferme, emplit la salle. Bonjour. Je sais que vous attendez une justification, mais je ne suis pas ici pour me défendre. Je suis ici pour rétablir la vérité. Un frémissement parcourut l'assemblée. Ces derniers jours, on a beaucoup écrit sur moi et sur une femme nommée Léa Dubois. On a insinué une liaison, une promotion de faveur, de la manipulation. Tout ceci est un tissu de mensonges. Les caméras au Homer. Mademoiselle Dubois, poursuivit-il, est la victime dans cette histoire. Elle est l'une des rares personnes à m'avoir rappelé la signification du mot respect. Elle a été humiliée, violentée et calomniée par un système qui protège les puissants et broie les faibles. Un système dont j'ai longtemps fait partie. Elle m'a appris que la dignité ne s'achète pas,
elle se gagne par le courage. Le silence était total. Au fond de la salle, Léa sentait les larmes lui monter aux yeux. « Je veux que vous sachiez une chose, » ajouta-t-il, le ton durci. L'homme à l'origine de cette calomnie est Laurent Meunier, l'ancien gérant du Dôme d'Or, licencié pour harcèlement. Et aujourd'hui, vous allez voir qui dit la vérité. Il fit un signe. 2 agents de sécurité ouvrirent une porte. Laurent entra, menotté, encadré par un policier. La stupeur se mua en brouhaha. « C'est une mise en scène, » hurla Laurent. « Vous n'avez pas le droit. » Stéphane lui fit face. « Ce n'est pas une mise en scène. C'est la justice. » Sur l'écran géant derrière eux, les preuves s'affichèrent, emails, enregistrements audio, relevés bancaires, et même les SMS où Laurent monnayait ses mensonges auprès de certains journalistes. Le scandale changea de camp. Laurent tenta de se cacher le visage, mais il était trop tard. Les preuves étaient irréfutables. Stéphane regarda l'assemblée. Léa Dubois a souffert à cause de cet homme, et à cause de ma lâcheté. Aujourd'hui, je le dis publiquement. Elle ne me doit rien. C'est moi qui lui suis redevable du plus grand respect. Les applaudissements fusèrent. D'abord timide, puis nourri, sincère. Léa, en larmes, s'avança vers la scène, comme poussée par une force invisible. Arrivée face à lui, elle tremblait, mais sa voix fut claire. Tous les riches ne sont pas mauvais, Stéphane. Seulement ceux qui oublient que les autres sont des êtres humains. Et vous, vous avez appris à voir. Stéphane hocha la tête. Merci de me l'avoir rappelé. Ils se regardèrent, un îlot de silence au milieu du chaos médiatique. Chloé, au premier rang, souriait. Des heures plus tard, les journaux avaient changé de titre. Le millionnaire qui a défendu la dignité d'une employée. Laurent Meunier inculpé pour extorsion et diffamation. Au Dôme d'Or, les employés suivaient la retransmission. Pour la première fois depuis des années, ils se sentaient fiers de leur travail. À la tombée de la nuit, Stéphane, Léa et leur fille se promenaient sur la promenade du bord de mer. Le vent était doux. Chloé courait en riant. « Maman Léa, attends-moi » cria-t-elle innocemment. Léa s'arrêta, interloquée, et regarda Stéphane. Il sourit. « Ne la corrige pas » murmura-t-il. Les enfants disent parfois ce que les adultes n'osent pas s'avouer. Léa sourit à son tour. Elle avait appris que la vérité n'a pas besoin de mots. Mais alors que le soleil disparaissait, une sonnerie de téléphone brisa la quiétude. Stéphane décrocha. « Allô ?» Une voix grave se fit entendre. « Monsieur de Lavigne ? Ici l'hôpital Sainte-Amélie. Nous devons vous parler urgemment des résultats de vos examens. » Son visage se figea. Léa le sentit immédiatement. « Qu'y a-t-il » Il raccrocha lentement. « Rien de grave, je l'espère. » Mais le tremblement dans sa voix disait tout le contraire. Personne ne le savait encore, mais cet appel allait de nouveau bouleverser leur vie. Le vent soufflait en rafale cette nuit-là. Les lumières de la promenade du bord de mer dansaient sur l'eau agitée. Stéphane était resté muet depuis l'appel. Léa marchait à ses côtés, observant son visage, habituellement si maîtrisé, se défaire. « Tout va bien, Stéphane » demanda-t-elle avec douceur. Il esquissa un sourire. Un simple contrôle, sans doute. Mais son regard trahissait une peur profonde, une peur qu'il avait longtemps refoulée. Le lendemain, il se rendit à l'hôpital avec Chloé. Le médecin l'accueillit avec un air grave. « Les nouvelles ne sont pas bonnes, Stéphane, dit-il. Le traitement n'a pas fonctionné. Si nous n'agissons pas vite, les lésions pourraient devenir irréversibles. » Stéphane serra les poings. Ce diagnostic, il le redoutait. « Combien de temps ?» Le médecin détourna les yeux. « Quelques mois. 1 an, peut-être. Tout dépend de vous. » Il quitta l'hôpital, le cœur lourd. L'odeur d'antiseptique lui parut être celle du destin. Chloé l'attendait, insouciante. « Alors, ça va, papa ?» Il ravala sa douleur et lui sourit. « Oui, mon ange. Tout va bien. » L'après-midi, il se rendit au Dôme d'Or. Léa était en train d'organiser la salle quand il entra. Un seul regard suffit pour qu'elle comprenne. « Qu'ont-ils dit ?» demanda-t-elle. Stéphane soupira. Que le temps est un adversaire redoutable.
Elle le regarda, silencieuse. Il eut un faible sourire. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la fin. Je veux juste profiter du temps qu'il me reste pour faire ce que j'ai si longtemps négligé, vivre. Léa resta silencieuse un instant. Puis, avec un calme désarmant, elle répondit, « Alors, venez demain, au lever du jour. J'ai quelque chose à vous montrer. » Le lendemain, le village dormait encore. Stéphane la rejoignit sur une colline qui surplombait le quartier de Léa. Le soleil commençait son ascension, colorant le ciel de teintes pourpres et orangées. Léa était là avec sa fille, préparant du café sur un réchaud. « C'est ici que j'emmenais ma mère quand la vie était trop dure, » dit-elle en lui tendant une tasse. Elle disait que face à un lever de soleil, la peur ne s'évanouit pas, mais elle se remet à sa juste place. Stéphane but une gorgée en silence. La chaleur du café lui fit du bien. Il regarda Chloé et Jade jouer ensemble, leur rire cristallin comme un baume. « Vous savez, dit-il à voix basse, pour la première fois depuis une éternité, je ne ressens plus de culpabilité. Juste de la paix. » Léa l'observa avec tendresse. « C'est parce que vous êtes en train de guérir la seule chose qu'aucun médecin ne peut soigner, votre âme. » Stéphane la regarda, les yeux emplis de gratitude. Ce n'était pas de l'amour, mais un lien plus profond, celui de deux âmes qui s'étaient sauvées l'une l'autre. Le soleil inonda la colline de sa lumière dorée. Léa sourit. Peut-être que le destin ne voulait pas vous punir, Stéphane. Juste vous obliger à ouvrir les yeux. Il hocha la tête, respirant l'air pur. Alors, je suppose que je suis guéri. Elle ne répondit pas, mais son sourire était la plus belle des réponses. Les deux petites filles dévalaient la pente en riant, et un instant, le temps suspendit son vol. Il n'y avait plus de caméra, plus de rumeurs, plus de peur. Juste un homme qui avait appris l'humanité, et une femme qui n'avait jamais cessé d'y croire. Le vent souffla, et l'aube les enveloppa d'une promesse de pardon.